Le 25 mai 1984, Pia Knudsen, âgée de 22 ans, a vu un homme masqué tirer 16 fois sur son mari à travers le pare-brise de leur voiture en plein jour, dans une rue calme de Copenhague. Mais lorsqu'on lui a demandé des années plus tard ce dont elle se souvenait, elle n'a retenu qu'une seule chose. Pas les coups de feu ni le chaos, mais les yeux du tueur. L'homme derrière ses yeux était Jørn Jønke Nielsen, le plus jeune cofondateur d'un chapitre Hells Angels de l'histoire, et la figure la plus brutale que le monde biker européen ait jamais produite. Voici l'histoire du Hells Angel, qui est devenu l'exécuteur le plus redouté du Danemark. La formation d'un exécuteur. En 1980, un homme de 20 ans est sorti d'une prison danoise et a immédiatement fondé le premier chapitre Hells Angels de Scandinavia. Il avait été incarcéré pour avoir poignardé un homme dans un bar. Avant cela, il avait été arrêté à 15 ans pour une bagarre dans un autre bar. Il n'avait pas passé son adolescence à glisser lentement vers la violence. Son nom était Jørn Nielsen. Tout le monde dans le monde biker danois l'appelait Jønke. Et ce qu'il allait construire au cours de la décennie suivante ferait de lui l'exécuteur le plus craint de l'histoire des Hells Angels danois. Copenhague, à la fin des années 1970, était une ville avec une culture biker qui fonctionnait selon ses propres règles. Les clubs qui dominaient la scène se qualifiaient de rocker club dans la tradition européenne. Et ils se battaient pour le territoire, la réputation et les marchés de la drogue qui se développaient rapidement dans toute la ville. Nielsen avait grandi dans ce monde depuis le début de son adolescence. Au moment où il a acheté sa première moto en 1978, alors qu'il purgeait encore sa peine pour l'agression au couteau, il comprenait déjà ce qu'était le monde rocker et ce qu'il exigeait des hommes qui voulaient y grimper. Lorsqu'il a été libéré en 1980, il n'a pas cherché à se réadapter doucement à la vie civile. Il a cofondé le chapitre Nørrebro Copenhagen des Hells Angels aux côtés de Bent Blondie Svan Nielsen, qui n'avait aucun lien de parenté avec lui. Le chapitre avait obtenu le statut full patch de Big Willem van Boxtel, le président du chapitre Hells Angels Amsterdam et le leader officieux de tous les Hells Angels européens. C'était le tout premier chapitre Hells Angels de toute la Scandinavia. Nielsen avait 20 ans. Dès le début, il a compris que le patch seul ne suffisait pas. Le public danois devait savoir que les Hells Angels existaient et devait ressentir quelque chose face à cette connaissance. Nielsen a délibérément fourni ce sentiment. Il portait en public des symboles nazis, des croix gammées et des vêtements white power, non par idéologie, mais par calcul. Il a écrit dans ses mémoires que des vêtements sales, déchirés et de préférence avec autant de symboles offensants que possible, pouvaient vraiment faire sortir les animaux bourgeois de leur fauteuil. Le Danemark avait été occupé par Nazi Germanie de 1940 à 1945. L'utilisation de ces symboles dans la vie publique danoise n'était pas provocatrice au sens général. Elle était spécifiquement conçue pour blesser. Så jeg kunne huske den motorcykelklub, som vi var gode venner med i Nomans, da jeg kom ind i det, der kan jeg huske, de havde hagekors på ryggen. Det brød jeg mig så ikke så meget om, men det var jo ikke for at være nazister, det var for at provokere borgerskab. Nielsen savait exactement ce qu'il faisait, mais la provocation n'était pas l'élément le plus important dans la façon dont il dirigeait son chapitre. Ce qui définissait les Hells Angels danois sous Nielsen était quelque chose qu'il admettrait plus tard ouvertement et sans gêne. Nous étions très tyranniques, a-t-il déclaré dans des interviews. Nous ne permettions rien. Le chapitre contrôlait qui portait quelle couleur sur son territoire. Des gens étaient beau battus pour avoir porté le mauvais patch au mauvais endroit. Ce n'était pas le comportement d'hommes qui réagissaient à des menaces. C'était le comportement d'hommes qui avaient décidé qu'ils avaient le droit de contrôler tout ce qui les entourait et qui imposaient ce droit de manière systématique. Nielsen a plus tard expliqué le fondement philosophique de ce sentiment de droit d'une manière qui en révélait davantage sur sa vision du monde que n'importe quelle accusation criminelle ne l'aurait jamais pu. Lorsqu'on lui a demandé de réfléchir à la violence menée par son chapitre, il l'a comparée aux pays qui envahissent d'autres nations. Au nom de la liberté, nous estimions en avoir le droit, a-t-il dit.
Non pas qu'ils pensaient être justifiés après coup, mais qu'ils croyaient sincèrement, à ce moment-là, qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient. L'exécuteur le plus craint de l'histoire des Hells Angels danois ne décrivait pas sa violence comme criminelle. Il la décrivait comme un droit. Cette croyance allait guider tout ce qui allait suivre. Freetown Christiania et la guerre qui n'a jamais été seulement une question d'argent. Pour comprendre ce pourquoi les Hells Angels se battaient à Copenhagen au début des années 1980, il faut comprendre ce qu'était Freetown Christiania. En 1971, un groupe de squatteurs et d'activistes sociaux avait pris le contrôle d'une base militaire abandonnée au cœur de Copenhagen et l'avait déclarée zone autonome. Ils l'ont appelée Freetown Christiania. Le gouvernement danois s'est montré incapable de les expulser. La loi danoise ne s'appliquait pratiquement pas à l'intérieur de ses frontières. Au cours de la décennie suivante, Christiania est devenue quelque chose que personne parmi ses fondateurs n'avait voulu créer. Elle est devenue le plus grand marché de drogue à ciel ouvert d'Europe. Des centaines de milliers de personnes venues de toute l'Europe et d'Amérique du Nord se rendaient chaque année à Copenhagen spécifiquement pour acheter de la drogue à Christiania. Le marché valait des sommes énormes et il était contrôlé par le Bullshit Motorcycle Club. Le Bullshit MC avait pris le contrôle du trafic de drogue de Christiania à la fin des années 1970. Ils étaient basés dans le district même de Christiania, et leur contrôle de ce marché leur donnait un pouvoir et une base financière qui faisait d'eux le club de motards criminels dominant à Copenhagen avant l'arrivée des Hells Angels. Lorsque Nielsen a fondé le chapitre Nørrebro en 1980, le Bullshit MC représentait le plus grand obstacle à tout ce qu'il essayait de construire. Leur marché était le trophée. Leur président, Henning Norbert Knudsen, connu sous le nom de Makrell, était l'homme qui se tenait entre les Hells Angels et tout ce que Christiania représentait. Mais voici ce que les archives publiques du conflit entre les deux clubs n'ont jamais vraiment montré. À un moment donné, alors que les tensions montaient, le Bullshit MC a fait une offre aux Hells Angels. Ils ont proposé de partager la moitié du marché du hash de Christiania afin d'éviter une guerre ouverte. La moitié du plus grand marché de drogue d'Europe. Les Hells Angels ont refusé. Ils l'ont refusé non pas parce que les conditions étaient insuffisantes, mais parce qu'accepter l'offre aurait signifié traiter le Bullshit MC comme des égaux dignes de négociation. Dans la vision du monde de Nielsen et dans celle du chapitre qu'il dirigeait, le Bullshit MC n'était pas leur égal. Ils étaient une forme inférieure d'organisation criminelle qui n'avait pas encore compris sa propre insignifiance. Le statut comptait plus que l'argent. Les Hells Angels pensaient être déjà au-dessus du Bullshit MC avant même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Accepter leur offre aurait contredit tout ce que le chapitre danois avait été construit pour représenter. Mais la guerre qui a suivi n'était pas uniquement liée à ce calcul de statut. Il y a eu un déclencheur qui l'a rendu personnel d'une manière que le territoire et les marchés de la drogue ne pouvaient pas égaler. Des membres du Bullshit MC avaient battu des femmes liées aux Hells Angels. Une femme avait eu la mâchoire brisée. Nielsen a décrit cela comme l'ayant rendu furieux d'une manière que le conflit abstrait autour de Christiania n'avait jamais provoqué. Le public allait finir par comprendre la guerre des bikers de Copenhagen comme un conflit criminel pour un territoire de drogue. Mais c'était aussi une guerre personnelle, motivée par quelque chose de beaucoup plus simple. Des hommes dans son orbite faisaient du mal à des femmes, et Nielsen a décidé que cela devait s'arrêter. En novembre 1983, le président du Bullshit MC, Makrell, a pris une décision qui a tout accéléré. Il est apparu en direct à la télévision danoise dans l'émission Mellem Mennesker, ce qui fit entre humains, et a déclaré publiquement qu'il ne permettrait pas à un club de motards américains comme les Hells Angels de prendre le contrôle au Danemark. Il l'a dit à la télévision nationale, devant un public, officiellement. Nielsen l'a vu, et Makrell avait moins de 6 mois à vivre. L'attaque du restaurant le 24 septembre 1983, Nielsen a reçu un appel téléphonique d'un barman. 4 membres du Bullshit MC buvaient au restaurant Søpromenaden à Copenhagen. Nielsen n'a pas hésité.
il a réuni 3 Hells Angels. Et ils sont entrés dans ce restaurant le soir même. Ce qui a suivi n'était pas une bagarre. C'était une attaque. Nielsen et ses hommes sont entrés avec des couteaux et ils les ont utilisés. Quand tout s'est terminé, 2 membres du Bullshit MC étaient morts. Steen Grabo Grunder et Fleming Hal Jensen ont été tués à leur table. Un 3e membre, Michael Peter Enoch, a survécu avec de graves blessures. Les 4 hommes qui buvaient dans un restaurant de Copenhague ce soir-là étaient entrés comme membres du club de motards criminels dominant de la ville. 2 d'entre eux ne sont jamais ressortis. L'attaque a envoyé un message que le Bullshit MC ne pouvait ni ignorer ni vraiment contrer. Les Hells Angels n'avaient pas attendu une provocation au sens où le monde rocker comprenait les provocations. Ils avaient reçu une information sur une opportunité et ils avaient agi le soir même, rapidement, délibérément, sans hésitation. Mais l'attaque du restaurant n'était pas la fin. C'était la déclaration d'ouverture. Le Bullshit MC était toujours debout. Mackerel était toujours en vie. Et Nielsen avait déjà décidé que l'apparition télévisée de novembre serait le dernier acte public de défi que le président du Bullshit MC ferait jamais. La décision sur ce qui allait suivre n'a pas été prise dans un moment de colère. Elle n'a pas été prise en réponse à un incident précis ou à une nouvelle provocation. Nielsen a plus tard expliqué dans des interviews comment il avait pris la décision de tuer Mackerel 2 jours avant de le faire. Il est resté avec cette décision. Il l'a acceptée mentalement. Il ne s'est pas convaincu de le faire ni de ne pas le faire. Il a simplement décidé, puis il a attendu que le jour arrive. Ce détail est la chose la plus importante à propos de Jørn Jønke Nielsen, celle qu'aucune accusation criminelle ni aucune peine de prison n'a jamais vraiment saisie. Ce n'était pas un homme qui perdait le contrôle et franchissait une ligne. C'était un homme qui regardait la ligne, fixait une date pour la franchir, puis la franchissait à l'heure prévue. Excellent. Les sources danoises nous ont donné des détails extraordinaires qui ne figuraient pas dans les sources en anglais. Voici ce que j'ai trouvé de nouveau et de crucial. Le meurtre n'a pas eu lieu dans une allée comme toutes les sources anglaises l'affirmaient. Il a eu lieu dans la voiture de Mackerel. Nielsen s'est caché dans une camionnette garée de l'autre côté de la rue. Quand Mackerel et sa femme Pia se sont assis dans leur Volkswagen orange devant leur maison sur Hagerlundsvej, sur Amager, Nielsen est sorti masqué et a tiré une rafale de mitraillettes à travers le pare-brise. Pia a crié et a plongé hors de la voiture. Nielsen s'est ensuite approché de la portière et a tiré une autre rafale dans le dos de Mackerel. Mackerel a été touché par 16 balles au cou, à la poitrine et au dos, et il pendait à moitié hors de la portière, les jambes emmêlées autour du levier de vitesse et la tête reposant sur l'asphalte. Nielsen a plus tard décrit le meurtre dans un documentaire de Canal 5 appelé Forbrydelser der Ristet de Danmark, ce qui signifie « Crimes that shook Denmark ». Ces citations tirées de ce documentaire sont l'interview virale à laquelle vous faites référence. Les citations précises bonnes le sont. Je ne pense pas qu'il faille trop réfléchir quand on est en route pour tuer une autre personne. Je ne peux pas voir s'il est mort. Je vide le chargeur sur lui jusqu'à ce que ça ne tire plus. À la fois pour être certain qu'il est mort, parce que c'est pour ça que je suis venu, mais aussi pour être certain que personne ne ramasse la mitraillette et ne me tire dans le dos quand je partirai à vélo. Il était arrivé à l'adresse avec une mitraillette chargée de 28 cartouches dans un sac de sport, dans une camionnette avec un vélo à l'arrière. Après la fusillade, il est parti de la scène à vélo. 3 Hells Angels ont été condamnés pour avoir soutenu le meurtre. Jens Peter Christensen a reçu 12 ans. Christian Middelbo a reçu 7 ans. Nielsen lui-même était déjà parti. Quelques heures après s'être éloigné à vélo de cette Volkswagen orange sur Amager, il était en route pour quitter Danemark. En 1988, 13 personnes avaient été tuées dans la guerre entre les Hells Angels et le Bullshit MC. Le Bullshit MC s'était complètement dissous. Le commandant de la Serious Organized Crime Agency de la police danoise a plus tard déclaré aux enquêteurs que les Hells Angels, sous la direction de Nielsen, avaient totalement éliminé le bullshit.
Makrell avait déclaré à la télévision danoise en novembre 1983 qu'il ne permettrait pas aux Hells Angels de prendre le contrôle au Danemark. 6 mois plus tard, il a été touché par 16 balles dans sa propre voiture, dans sa propre rue. Et 6 mois après cela, son club n'existait plus. Le fugitif, avec un état d'esprit à la James Bond Nielsen, a quitté Danemark le jour du meurtre. Il n'avait aucune intention de se tenir dans un tribunal et de répondre de ce qu'il avait fait dans cette allée. Ce qui a suivi n'était pas la fuite paniquée d'un homme qui avait perdu le contrôle d'une situation. C'était la disparition calculée d'un homme qui avait prévu cette possibilité de la même manière qu'il avait prévu tout le reste, délibérément, à l'avance, sans sentiment. Il s'est rendu au Canada avec un faux passeport et a adopté une identité entièrement nouvelle. À Vancouver, il a rejoint le chapitre East End des Hells Angels, sous cet alias. Le chapitre East End Vancouver était décrit par les forces de l'ordre comme l'un des chapitres Hells Angels les plus violents de l'ouest du Canada. Nielsen ne s'était pas caché parmi les civils. Il était entré directement dans un autre chapitre de la même organisation et avait continué à fonctionner dans le monde qu'il connaissait. Au Canada, il travaillait comme videur. Il faisait du sport. Il s'est lié d'amitié avec des policiers. Il s'est retrouvé dans des bagarres de rue aux côtés de flics qui n'avaient aucune idée que l'homme debout à côté d'eux était recherché pour meurtre au Danemark. Un homme avec un faux passeport et un meurtre à la mitraillette à son actif vivait ouvertement parmi les forces de l'ordre, et il le faisait si efficacement que personne ne le regardait 2 fois. Nielsen a plus tard décrit sa période de fugitif comme ayant une qualité presque cinématographique. Il y avait un peu de James Bond là-dedans, a-t-il dit. Il ne se cachait pas seulement. Il jouait un rôle avec le même contrôle froid qu'il apportait à tout le reste. En 1985, alors qu'il était toujours fugitif, Nielsen a écrit ses premiers mémoires. Il les a appelés « Meat Live »,« My Life ». Il les a écrits alors qu'il fuyait une accusation de meurtre dans un pays où il ne pouvait pas retourner, et le livre est devenu un best-seller au Danemark. Le public que Nielsen avait passé des années à essayer de provoquer avec des symboles nazis et un comportement outrancier achetait maintenant son autobiographie en grand nombre. Dans le livre, il se présentait comme une victime de la société danoise. Il décrivait son usage délibéré de symboles offensants comme une réponse à un pays conformiste et oppressif. Il présentait la violence non pas comme un crime, mais comme une réponse rationnelle à un monde qui n'avait jamais fait de place aux hommes comme lui. Le public danois l'a lu et a acheté encore plus d'exemplaires. Mais la performance à la James Bond avait une limite de temps. Nielsen a finalement été identifié et arrêté au Canada. Il a été extradé vers Danemark et s'est retrouvé devant un tribunal qui l'a condamné à 16 ans de prison. Il a été transféré dans un établissement danois en 1988 et a commencé ce qui allait devenir la phase la plus étrange de son histoire, déjà extraordinaire. En prison, Nielsen a découvert quelque chose d'inattendu. Il avait toujours été un homme qui se décrivait comme ne ressentant rien. Pas de turbulence émotionnelle, pas de poids psychologique. Mais dans sa cellule, il a rencontré quelque chose qui a presque réussi à traverser ce vide. La solitude, l'anxiété, une forme d'isolement émotionnel que la violence, le mouvement et la performance constante des années de fuite avaient tenu à distance. Il ne savait pas quoi en faire. Puis il a commencé à écrire. Après avoir commencé à écrire, a-t-il dit, « Je ne le ressentais plus. » L'homme qui n'avait rien ressenti après avoir commis un meurtre avait découvert que la seule chose capable de l'émouvoir était de mettre des mots sur le papier. La violence n'a pas brisé Jørn Jønke Nielsen. L'immobilité a failli le faire, et l'écriture l'en a sauvé, le prisonnier célèbre. Une peine de 16 ans de prison, dans la plupart des carrières criminelles, marque la fin de l'influence. L'organisation passe à autre chose. Une nouvelle direction émerge. L'homme à l'intérieur devient un souvenir que le club évoque de temps en temps, puis de moins en moins, jusqu'à naître Jørn Jønke Nielsen. Depuis sa cellule de prison danoise, Nielsen est devenu l'une des figures publiques les plus reconnaissables du Danemark. Il est apparu à la télévision, il est apparu à la radio, il a donné des interviews,
il a écrit des livres. Il s'est disputé avec des journalistes, des réalisateurs et toute personne qui décrivait les Hells Angels d'une manière qu'il jugeait inexacte. En 1997, le réalisateur danois Erik Clausen a déclaré publiquement que les livres de Nielsen étaient remplis de mensonges et déformés. Nielsen l'a poursuivi pour diffamation. Il a perdu l'affaire en 1999 lorsqu'un juge a estimé que la déclaration de Clausen ne portait pas atteinte à la réputation de Nielsen. Le raisonnement du juge était qu'être traité de menteur ne constituait pas une atteinte à la réputation pour un homme condamné pour meurtre. Nielsen a contesté cette caractérisation et a continué à donner des interviews malgré tout. Il ne se contentait pas de gérer son image publique depuis derrière les barreaux. Il dirigeait des opérations. Depuis sa cellule, Nielsen a orchestré l'une des expansions les plus audacieuses de l'histoire européenne des Hells Angels. Il a décidé que le club avait besoin d'un chapitre en Sweden. Mais au lieu de négocier avec les clubs bikers suédois existants, il a conçu une compétition qu'il décrivait avec le genre d'efficacité détachée qui avait caractérisé tout ce qu'il avait toujours fait. Il y avait 3 gangs bikers rivaux à Malmö. Nielsen leur a fait une offre. Le gang qui éliminerait les 2 autres en premier obtiendrait le statut de hang-around des Hells Angels, avec la perspective d'une adhésion full patch par la suite. Puis, il a attendu de voir qui gagnerait. Les Dirty Draggles, sous la direction de Thomas Müller, ont remporté la compétition en éliminant les 2 autres gangs. Ils ont obtenu le statut de hang-around en 1990 et le statut full patch en 1993. Nielsen avait étendu les Hells Angels en Sweden sans quitter sa cellule, sans assister à une seule réunion, sans parcourir un seul kilomètre de route suédoise à moto. Il avait simplement créé les conditions de la violence, puis récompensé les survivants. Mais son casier judiciaire a créé une complication qu'il ne pouvait résoudre ni depuis une prison, ni à l'extérieur. Les United States n'autorisaient pas les étrangers ayant un casier judiciaire à entrer sur leur territoire. Nielsen ne pouvait pas voyager pour rencontrer Sonny Barger. Il ne pouvait pas assister aux rassemblements internationaux des Hells Angels qui reliaient les chapitres européens à la direction américaine. Thomas Müller, qui n'avait pas de casier judiciaire à l'époque, s'est rendu aux United States et a rencontré Barger directement. Pour cette raison, Nielsen a été, dans une large mesure, remplacé par Müller comme leader des Hells Angels européens. L'homme qui avait fondé le premier chapitre de Scandinavia et orchestré l'expansion suédoise depuis une cellule de prison a été écarté de la scène internationale par une restriction administrative créée par sa propre violence. Il a été libéré sur parole en 1994. La Great Nordic Biker War entre les Hells Angels et les Bandidos était déjà en train de monter. Nielsen est sorti de prison et est entré au milieu de celle-ci, reprenant sa position de figure dominante des Hells Angels danois, comme si les 16 années n'avaient été qu'une brève interruption plutôt que la période déterminante de la vie de la plupart des hommes. La guerre biker nordique. Le conflit qui a éclaté à travers Scandinavia en 1994 entre les Hells Angels et les Bandidos ne ressemblait à rien de ce que le monde criminel européen avait déjà vu. Ce n'était pas une dispute de gangs de rue. Ce n'était pas un conflit territorial localisé entre 2 clubs dans la même ville. C'était une guerre coordonnée menée simultanément à travers Danemark, Norway, Sweden et Finlande, avec des armes de qualité militaire contre des cibles qui incluaient des clubhouses, des prisons et des lieux de rassemblement civils. Quand elle a pris fin, 11 personnes avaient été assassinées et 74 tentatives de meurtre avaient été documentées. 96 personnes avaient été blessées dans 4 pays. Et au centre du côté danois de cette guerre se trouvait Jørn Jønke Nielsen, qui était sorti de prison en 1994 et avait repris le commandement, comme si les 16 années précédentes étaient arrivées à quelqu'un d'autre. Les premiers échanges ont été violents, mais le conflit a dégénéré en quelque chose pour lequel les forces de l'ordre danoises n'avaient aucun cadre lorsque les 2 camps ont commencé à acquérir et à utiliser des armes qui appartenaient davantage à un champ de bataille qu'à un conflit criminel.
Des roquettes anti-chars ont été tirées contre des clubhouses. Des voitures piégées ont été placées devant des quartiers généraux. Des fusillades en voiture ont été menées en plein jour dans plusieurs villes scandinaves. Les Bandidos n'étaient pas un club que les Hells Angels pouvaient éliminer comme ils avaient éliminé le Bullshit MC une décennie plus tôt. C'était une organisation de taille, de force et de volonté comparables, capable d'absorber des pertes et de continuer à se battre. Le 25 juillet 1996, quelqu'un a décidé que la manière la plus efficace de régler le problème Nilsen était d'aller directement jusqu'à sa cellule de prison. Nilsen avait été renvoyé en détention pour violation de sa liberté conditionnelle et était détenu à Jydrup State Prison. Entre 2 et 4 hommes ont infiltré l'établissement et se sont dirigés vers sa cellule. Sa cellule était verrouillée. Cela ne les a pas arrêtés. Ils ont tiré plus de 20 balles avec une arme automatique à travers la fenêtre de la cellule. Nilsen a été touché 2 fois à l'abdomen et 1 fois au bras. Il a survécu. La tentative contre sa vie à l'intérieur d'une prison d'État danoise, alors qu'il était sous la garde du gouvernement danois, a été l'un des événements les plus extraordinaires de toute la Nordic Biker War. Elle a montré que les Bandidos considéraient Nilsen comme suffisamment important pour le viser même à l'intérieur d'un établissement de haute sécurité, et qu'ils étaient prêts à mener une opération d'une telle complexité et d'un tel risque pour l'atteindre. Elle a aussi montré quelque chose de précis sur Nilsen. Même incarcéré, il était considéré comme le cœur opérationnel des Hells Angels danois, plutôt que comme une figure mise de côté en attente de libération. 3 mois plus tard, le 6 octobre 1996, une roquette tirée à l'épaule a été lancée contre le clubhouse des Hells Angels Copenhagen pendant une fête. L'arme a traversé les murs en béton du bâtiment et a explosé à l'intérieur. 2 personnes ont été tuées. L'une était Louis Linde Nielsen, un prospect des Hells Angels. L'autre était Jan Krohn, une femme de 29 ans du quartier qui avait été invitée à la fête par des affiches que le club avait placées dans la zone. Elle n'avait aucun lien avec un club de motards. Elle avait simplement accepté une invitation et était entrée dans un bâtiment que quelqu'un avait décidé de détruire avec un lance-roquettes. La mort de Jan Krohn a tout changé. Le public danois suivait la guerre biker avec un mélange de peur et de distance détachée. Celle qui vient du fait de croire qu'une violence de ce genre ne touche que les gens qui choisissent d'y être impliqués. La mort de Krohn a brisé cette distance. Le gouvernement danois a répondu en adoptant la Rockerloven, la Rocker Act, qui permettait à la police d'expulser les clubs de motards de leur clubhouse. Les politiciens qui avaient auparavant traité la guerre biker comme un problème de maintien de l'ordre ont commencé à la traiter comme une crise nationale. La pression sur les Hells Angels, comme sur les Bandidos pour trouver une issue au conflit, est devenue écrasante. Le 25 septembre 1997, Nilsen et le président européen des Bandidos, Jim Tindal, se sont assis devant les caméras de la télévision danoise et ont signé un traité de paix officiel mettant fin à la Nordic Biker War. La signature a été diffusée en direct sur TV Avisen, le programme d'information national de Danemark. Nilsen a déclaré lors de la conférence de presse que les 2 clubs ne pouvaient pas garantir qu'il n'y aurait plus aucun incident, mais qu'ils pouvaient intervenir activement pour s'assurer que ceux qui violeraient l'accord soient exclus de la culture biker. 2 hommes qui avaient dirigé une guerre ayant tué 11 personnes et blessé 96 autres dans 4 pays se serraient maintenant la main devant les caméras et parlaient de résolution de conflit. Le public danois l'a regardé en direct. Le traité a tenu, et Nilsen est retourné dans un pays qui avait passé 3 ans à regarder une guerre qu'il avait contribué à diriger, puis il a repris sa vie comme si les caméras n'étaient pas encore braquées sur lui. Le retour et la fin Nilsen a été libéré sur parole à l'été 1998. Il avait survécu à une condamnation pour meurtre, à une peine de 16 ans, à une tentative d'assassinat en prison et à une guerre biker scandinave qui avait consumé 4 pays pendant 3 ans. Il avait 38 ans et était la figure la plus reconnaissable des Hells Angels danois. L'organisation qu'il avait cofondée en 1980 contrôlait un territoire que le traité de paix avait désormais officialisé par écrit,
jusqu'aux bars et boîtes de nuit individuelles. Le Bullshit MC, qui contrôlait Christiania lorsqu'il avait fondé le chapitre, avait disparu. L'expansion suédoise qu'il avait conçue depuis sa cellule produisait des chapitres. La Nordic Biker War, qui avait failli le tuer dans sa cellule à Giderup, s'était terminée par une poignée de main télévisée. Selon toutes les mesures reconnues dans le monde des Outlaw Motorcycle Club, Jørn Jønke Nielsen avait gagné. Mais le monde dans lequel Nielsen est revenu en 1998 n'était pas le même que celui qu'il avait quitté en 1984. Le public danois savait qui il était d'une manière qui dépassait la simple notoriété criminelle. Il avait donné trop d'interviews, écrit trop de livres, apparu trop souvent à la télévision depuis sa cellule. Il s'était transformé en figure publique dans un pays où les figures publiques sont soumises à un type précis de surveillance que le monde biker ne savait pas gérer. Il était célèbre au Danemark d'une façon dont peu de criminels le deviennent un jour. Pas seulement craint à distance, mais personnellement connu d'un public qu'il avait vu se disputer avec des réalisateurs, perdre des procès en diffamation et signer des traités de paix en direct à la télévision. En août 2001, cette familiarité a produit des conséquences. Un associé des Bandidos nommé Flemming Jensen a été battu et poignardé à mort par des membres des Hells Angels dans une taverne à Aalborg. Des témoins ont déclaré aux enquêteurs que Nielsen était présent et qu'il avait donné des coups de pied et piétiné Jensen pendant l'attaque. Nielsen a été arrêté. En septembre 2002, il a été condamné à 4 ans de prison pour agression aggravée, ayant entraîné la mort. Il a été renvoyé dans l'institution où il avait passé une si grande partie de sa vie adulte. Les années qui ont suivi ont produit une lente détérioration de sa relation avec l'organisation qu'il avait construite. Il avait été la figure dominante des Hells Angels danois pendant plus de 2 décennies, mais le club auquel il revenait après chaque peine de prison était subtilement différent de celui qu'il avait quitté. Une direction plus jeune, des priorités différentes, le type de politique interne qui s'accumule dans toute organisation au fil des décennies et qui devient particulièrement compliqué lorsque la figure fondatrice est périodiquement absente, puis revient en s'attendant à reprendre sa position précédente. Le 18 novembre 2020, les Hells Angels ont expulsé Jørn Jønke Nielsen. Le statut qui lui a été attribué était « out in bad standing ». Dans le langage du monde des Outlaw Motorcycle Club, cette désignation signifie que l'expulsion n'est pas neutre. Elle porte des implications précises sur la manière dont les anciens membres doivent être traités par ceux qui restent à l'intérieur. Nielsen ne partait pas simplement. Il était poussé dehors de la manière la plus catégorique permise par les règles internes du club. Dans une interview de mars 2021, Nielsen a décrit l'expulsion comme le produit d'un coup interne orchestré contre lui au milieu de tensions entre factions au sein du club. Les Hells Angels n'ont fourni aucune explication publique officielle. Nielsen a déclaré publiquement qu'il n'avait honte de rien concernant l'affaire du meurtre. Il n'a exprimé aucun regret pour le meurtre de Makrell, aucun regret pour l'attaque du restaurant, aucun regret pour les années de violence qui avaient défini sa carrière. Rien ne s'est passé en moi, avait-il dit lorsqu'on l'avait interrogé sur le meurtre. Cette position n'avait pas changé en 4 décennies. Après l'expulsion, Nielsen a tenté quelque chose que personne parmi ceux qu'il avait connus dans les années 1980 n'aurait pu anticiper. Il est entré dans la politique danoise. Il a fondé un parti appelé Stabil Demokrati, ce qui signifie démocratie stable, et s'est présenté aux élections du conseil municipal de Copenhagen. Le maire sortant de Copenhagen, Peter Rabeck Juel, a publiquement refusé de participer à tout débat incluant Nielsen, le qualifiant encore de meurtrier et demandant aux avocats municipaux d'examiner son éligibilité. Un conseiller culturel a déclaré publiquement que nous ne le voulons pas au conseil. Nielsen a quand même fait campagne, affirmant qu'il n'avait honte de rien. Il n'a pas gagné. Il est parti en exil volontaire, en New Zealand. L'homme qui était sorti de prison en 1980 et avait immédiatement fondé le premier chapitre Hells Angels de Scandinavia, qui avait tué le président du club rival dans sa propre allée devant sa femme et n'avait rien ressenti, qui avait écrit des mémoires best-sellers alors qu'il était fugitif recherché au Canada,
qui avait orchestré l'expansion suédoise des Hells Angels depuis une cellule de prison danoise, qui avait survécu après avoir été touché 3 fois à travers la fenêtre de sa cellule pendant la Nordic Biker War, qui avait signé un traité de paix en direct à la télévision danoise, qui avait passé 4 décennies comme l'exécuteur le plus craint de l'histoire des Hells Angels danois. Cet homme vivait en New Zealand après avoir été expulsé in bad standing par l'organisation qu'il avait bâtie à partir de rien, et après avoir échoué à obtenir un siège au conseil municipal de Copenhagen. Le monde des Outlaw Motorcycle Club produit des trajectoires extraordinaires, mais très peu d'entre elles se terminent exactement comme celle-ci. Jørn Jønke Nielsen a cofondé le premier chapitre Hells Angels de Scandinavia en 1980, a éliminé tout un club rival, a détruit leur président dans sa propre allée et a dirigé le chapitre danois pendant 4 décennies, depuis des cellules de prison, des salles d'audience et des conférences de presse télévisées. En 2020, l'organisation qu'il avait construite l'a expulsé. Si vous voulez voir de quoi les hommes qui ont bâti des organisations comme celle-ci étaient capables dans leurs formes les plus extrêmes, cliquez sur la prochaine vidéo.